Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview concernant le projet de sororité sincère qui vient donc appuyer la vision de Motif Pro Coaching et qui est d'accompagner les femmes à s'affirmer au travail comme en privé pour faire avancer l'égalité sans s'épuiser. Et en ce sens, aujourd'hui, j'ai invité Léa, la fondatrice de Les Mains Roses, qui va venir nous parler des défis émotionnels rencontrés par les femmes, notamment les femmes enceintes. Léa, bonjour à toi. Je suis ravie de t'accueillir dans cette interview de sororité sincère. Peux-tu commencer par te présenter tout simplement, s'il te plaît? Bien sûr, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie déjà d'être ici. Franchement, ça me fait super plaisir que tu m'aies invitée et de pouvoir parler avec toi de tous ces sujets. Donc moi, je suis Léa, je suis formée dans l'accompagnement de la femme en tant que doula. J'ai une approche qui est pas forcément classique quand on entend le mot doula parce que, j'accompagne, plus les femmes, vers la reconnexion à leur sensualité, leur pouvoir intérieur, à remettre du plaisir et de la magie un peu dans tout ce qui constitue leur vie pour qu'elles se sentent vraiment, alignées et déployées, dans leur vie tout simplement. Voilà. Donc il y a un aspect vraiment, moi, j'aime vraiment, accompagner la femme, dans la maternité, mais avant même la maternité, dans tout le process de se connecter à sa facette femme pour pouvoir avoir une connexion profonde avec la facette mère quand elle va naître. Parce qu'on est avant tout une femme et on va vers la facette de la mère et quand on va dans la facette de la mère et ben, si la femme est nourrie, la maman, la femme mère deviendra nourricière aussi. Voilà ma Hmm. vision un peu. Merci beaucoup pour ce partage. C'est très original comme façon d'amener les choses. J'avais jamais entendu ça de la part d'une doula. J'aime beaucoup cette image. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup sur ce chemin d'accompagnante des femmes, donc avant et pendant, et du coup j'imagine aussi après la grossesse? Oui, alors, bah, moi, j'ai toujours été passionnée par attends, je remets ça. J'ai toujours été passionnée par, la femme enceinte. Depuis toute petite, j'ai toujours trouvé ça merveilleux. Une femme qui porte un enfant, qui crée un enfant. Je me disais: «C'est fou». Et donc, j'avais pour projet de base d'être sage-femme, ce qui n'a pas abouti et finalement, le métier de doula est tombé sur mon chemin, hem, de façon encore plus logique parce que moi, j'ai pas tant envie d'accompagner justement sur ce pan médical, mais c'est plus l'émotionnel, l'accompagnement de l'humain en général et donc, de tout ce qui va se passer à l'intérieur, d'offrir des espaces d'écoute à ces femmes pour qu'elles puissent, se sentir alignées sur toutes les phases que ce soit en préconception, donc comme je vous disais, même sans forcément avoir l'idée, de vouloir un enfant, mais vraiment sur ce process de peut-être un jour je voudrais un enfant, donc je vais travailler sur moi et je vais, prendre des choix et des décisions alignées qui me mèneront à, vouloir un enfant et puis quand je vais vouloir un enfant, je vais préparer mon corps, mon esprit à accueillir cet enfant. Puis quand je vais être enceinte, là, je vais cheminer petit à petit, dans ce process pour devenir mère et puis quand je deviens mère, j'ai déjà quand même bien préparé le terrain pour pouvoir vivre en pleine conscience toutes les challenges qui vont arriver à ce moment-là parce que c'est challengeant comme étape. Ok. Voilà, voilà pourquoi j'ai fait ce chemin en tant que doula et pourquoi j'ai à cœur d'accompagner les femmes dans ces périodes-là. Ouais, sur tout un plan, du coup, à la fois, donc, comme tu le disais, physique, avec la préparation du corps. Je me permets, parce que je connais un peu ton travail, je sais que tu as pu accompagner quelques femmes aussi, justement, sur la conscience du cycle menstruel. Oui, Est-ce tout que tu à peux nous fait. en dire quelques mots? Bien sûr. C'est un peu la base, selon moi, parce que quand on n'est pas connecté avec notre cycle menstruel, c'est pour moi plus compliqué, hem, d'accueillir en conscience tous les process qui vont arriver pendant une grossesse.
Donc en fait, quand on vient vraiment se connecter avec son cycle menstruel, on va accueillir le flot du cycle avec les différentes phases qui viennent, après les règles. On a 4 phases en fait pendant le cycle et heu et en fait, on peut les retrouver chaque mois et ça va nous aider en fait à organiser notre temps pour ne pas avoir une énergie vitale qui baisse. C'est-à-dire qu'on va faire fluctuer notre, rythme. On va avoir des moments où on va être super, dans le rythme, rapide, où on va faire plein de choses, où ça va fuser Ça, dans tous c'est les la sens. période après les règles et au moment de l'ovulation. On est toutes Exactement. là. Là, on est en mode: «Ouh, j'ai plein de choses à faire», tout ça, tout ça. Et puis quand ça rebaisse et qu'on est en période prémenstruelle et pendant nos menstruations, là, on revient baisser le rythme et on vient vraiment prendre le temps de se régénérer, d'avoir une genre de petite mort pour pouvoir renaître ensuite avec une énergie qui a été respectée, en fait. Et donc du coup, on passe d'une vision linéaire, donc on est tout le temps à 30 kilomètres à l'heure, à une vision, hem, cyclique. Donc vraiment, bah, on peut être à 5 kilomètres à l'heure, puis à 70 à un moment. Et ça nous respecte parce que c'est vraiment nos niveaux d'énergie qui sont, différents. Ouais, Voilà. ouais, ouais, c'est très très important. Ouais, ouais. Je me permets en plus hein, d'amener un exemple de vie. Personnellement, voilà, quand je suis à fond dans mes projets, bah, je suis juste à fond et je peux être très déconnectée de mon corps. Et c'est justement en me connectant hein, à mon cycle féminin que justement bah, la période justement où on baisse en énergie, comme le disait Léa, moi j'ai appris à vraiment à ralentir et à ne faire que l'essentiel dans ces moments-là et vraiment de trier essentiel et important. L'important, ça reviendra un peu plus tard. Et justement, quand on est en plus entrepreneur, qu'on travaille de chez soi, hein, Léa, je pense que tu pourras nous dire aussi peut-être deux mots là-dessus, à quel point il est important d'écouter son cycle, parce que c'est aussi dans ces moments-là, on en a parlé un peu avec Léona dans l'interview précédente, parce que c'est dans les moments justement où on se repose, où on écoute notre cycle, qu'ensuite la créativité est renouvelée pour justement ben, laisser place à nouveau du coup à la concrétisation de la créativité au moment où l'énergie est plus haute, si je peux dire. Est-ce que tu me rejoins assez là-dessus? Bah, tout à fait, complètement. Parce que si, justement, dans cette période, par exemple, prémenstruelle et menstruelle, on s'écoute pas et on est, dans dans la course permanente, ben, finalement, notre corps n'a pas le temps de se reposer, de se régénérer et donc du coup, quand on va passer dans la phase où on est censé être, en grande forme énergétique et ben, là, on va être peut-être beaucoup moins en forme. Donc au lieu d'être à 70-80, j'aime bien prendre cette petite métaphore parce que je trouve que c'est très parlant et ben, on va être, bah, à 40, tu vois? Alors que si on avait été à 5 pendant notre phase menstruelle et ben, on serait remonté à 80, 70, tout ça et on aurait été beaucoup plus productif parce que quand on est dans cette phase où on est un peu notre énergie est un peu en berne, finalement, on n'est pas très productif. Souvent, on le remarque. C'est pas on va beaucoup s'épuiser, mais finalement, qu'est-ce que ça nous a apporté? Bah, peut-être moins que si on l'avait fait dans une période où là, on a l'énergie pour. Exactement, exactement, c'est ça. Bah, être vraiment engagé et congruent. On en discutait un peu en off hein, de l'importance de la congruence, Mmh. et même avec soi. Hein. Nous, on en parlait Ouais. plutôt à l'importance de la congruence quand on accompagne, quand on écoute les autres, quand il y a une relation, mais l'importance aussi de la congruence avec, bah, avec soi-même, hein, tout simplement, et notamment bah, là, pour le coup avec le cycle menstruel. Et merci pour cette belle présentation, Léa, où tu nous as déjà délivré beaucoup de pépites. Je vais t'inviter à la deuxième question. Donc, quelles sont selon toi les principales difficultés au niveau émotionnel auxquelles une femme enceinte peut être confrontée pendant sa grossesse ou même un peu avant, si tu veux également nous en parler, puisque tu accompagnes quand même avant et pendant la grossesse. Oui, 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 bien sûr. Alors il y a en fait, c'est très variable, c'est très relié à la femme qui va être, qui va vivre sa grossesse, tout simplement. Mais j'ai quand même remarqué certaines choses, hem, surtout au début, de la grossesse. Plusieurs femmes, avec qui j'ai parlé, que j'ai accompagnées et cetera, avaient une sorte
c'était un peu plus compliqué de se rendre compte que la grossesse était réelle et qui se disait: «Oh là là, mais mon corps est en train de changer, je sens qu'il y a plein de changements qui se passent. Pour autant, je me sens pas du tout enceinte». Donc en fait, je mon cerveau, il arrive pas à lier le fait que les changements sont, liés à ma grossesse, tout simplement. Et donc là, il peut avoir, des difficultés à se sentir, bien avec son corps, hem et ce qui crée beaucoup de challenges émotionnels parce que on sait très bien que dans notre société, le corps, c'est quelque chose de très important et puis même sans parler de société, c'est une façon de se sentir, bien avec soi et je sais plus où j'en étais, je oui donc vraiment cet aspect de se dire, il y a une genre de phase, d'incubation où, où vraiment la femme prend le temps de se rendre compte qu'elle est enceinte et que les changements sont liés à la grossesse. Donc tout ça, ça va être très challengeant au niveau émotionnel. Il peut y avoir plein de choses qui rentrent en compte et il y a aussi, dans le début de la grossesse, cette phase où on entend beaucoup qu'il y a beaucoup d'arrêts naturels de grossesse et donc c'est aussi une phase où souvent les femmes se retrouvent en mode: «Bon, je suis enceinte, mais on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, donc du coup, on va pas trop exprimer, on va pas trop en parler, on va, comme pas laisser s'exprimer notre joie». Mmh. Il y en a qui le font et qui sont très à l'aise avec ça, mais c'est vrai qu'il y a quand même tout cet aspect de, on va garder un peu cette joie pour nous et puis on va la délivrer plus tard. Ensuite, il y a la phase un peu du 2e trimestre où là, il y a plus le côté, la grossesse, ça y est, elle est installée, on a le droit de se réjouir et donc là, j'ai remarqué que c'était plus des questions organisationnelles dans le sens, ah, comment on va, dans quelle chambre on va mettre bébé, comment on va aborder, ce sujet, sur, l'accouchement, Et comment et les femmes que cetera. tu as rencontrées justement à ce moment-là, une fois donc au deuxième trimestre, comment elles se sentent là émotionnellement au deuxième trimestre avec toutes ces questions? Elles sont un peu dans un entre-deux. Du coup, à ce moment-là, elles ont pris conscience qu'elles étaient vraiment enceintes au deuxième trimestre, mais en même temps, il faut préparer la suite avec l'arrivée de bébé. Donc j'imagine que ouais, ça doit être très challengeant. Quelles sont les émotions du coup, les principaux défis là qui reviennent au deuxième trimestre selon toi? Hem Les femmes que j'ai accompagnées personnellement, j'ai vu que c'était vraiment ce truc de: «OK, maintenant comment je vais m'organiser? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Oh, l'accouchement, moi, c'est dans longtemps donc limite on n'y pense pas, quoi». Ouais. Enfin, j'ai remarqué ce truc de: «Bon, là, c'est la phase un peu de temps calme, où, oh, on commence à profiter un peu de la grossesse», si on en profite, parce que des fois, il y en a aussi qui ont des symptômes de grossesse qui sont pas du tout agréable, beaucoup de vomissements. Moi, une des femmes que j'ai accompagnée, elle a eu des vomissements pendant toute sa grossesse, donc elle a pris, un médicament tout le long. C'était assez compliqué parce que du coup, vraiment dès qu'elle a arrêté le médicament, elle est malade, quoi. Mmh. Donc c'est pas super. Mais à ce moment-là, il peut aussi avoir des questions, sur, «Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce Mmh. que Est-ce que je vais avoir la capacité d'élever mon enfant correctement?» En fait, c'est un peu le moment de prise de conscience de: «Oh, il y a un bébé qui va arriver, quoi». C'est fou! Et là, les challenges émotionnels, ils sont sur tout cet aspect de: «OK, je suis vraiment en préparation, en construction de devenir mère». Tu Ouais. vois ce que je veux dire? C'est Ouais. tout cette ébullition autour de: «Oh là là» et puis à ce moment-là, ça peut aussi être challengeant parce que c'est le moment où les mamans, elles se renseignent beaucoup sur, la grossesse, tout ça et donc elles peuvent voir beaucoup de témoignages, terribles, de: «Oh là là, c'est une catastrophe, mon accouchement s'est super mal passé» ou alors, «Oh là là, je regrette d'avoir mon enfant». Donc il peut y avoir tellement d'émotionnel qui remonte à ce moment-là, mais ça va vraiment dépendre aussi des challenges émotionnels de la femme avant.
bien sûr. tu vois? Ouais et oui. D'où l'intérêt de ce qu'on disait avant l'interview, que c'est important d'avoir bien réfléchi cette posture d'aller vers, le fait de devenir maman. Ouais. Si c'est pas fait, c'est pas dramatique, hein, parce que c'est le chemin de tous et puis ça se fait aussi naturellement. Mais c'est vrai que quand on a pris conscience de tout ce dont on avait envie avant la grossesse, elle se fait de façon plus enfin, je veux pas dire plus parce que ça dépend, en fait, c'est Bien sûr. très ça dépend, je veux pas faire des généralités, mais en tout cas, il peut y avoir beaucoup plus de conscience dans ce vécu. Mmh. Et un accueil de: «OK, mon état d'être est en train de changer et donc du coup, je vais aller dans le flow de ce qui se passe», un peu comme ce qu'on disait pour le cycle. Parce que pendant la grossesse, on passe par ces différentes phases de beaucoup d'énergie, moins d'énergie et puis puis en fait, on vient être dans le flow et donc si on a une bonne connexion avec son cycle avant la grossesse et ben, on va aussi accepter les changements qui viennent pendant. Et oui, du coup, ouais, d'où, ouais, l'importance en fait la conscience de soi. Et est-ce que tu as pu accompagner justement des femmes qui avaient déjà fait peut-être ce travail un peu de conscience, justement pour avoir, alors, comparaison, je ne sais pas si c'est vraiment raisonnable là de comparer, mais voilà, pour nous donner peut-être deux, bon, j'avance un peu sur une des questions que j'avais prévu de te poser après. Mais du coup, j'ai envie de te la poser maintenant. Est-ce que voilà, tu peux peut-être nous amener deux exemples concrets que tu as pu rencontrer avec les femmes que tu as pu accompagner, peut-être avec des challenges émotionnels justement différents, et pour montrer en fait à nos auditrices et auditeurs que en fait, on aura beau parler de la grossesse idéale dans cette interview, en fait, ça dépendra vraiment des facteurs, pardon, pour chacune dans ce moment-là, quoi. Oui, alors, alors déjà, il y a quelque chose qui m'est venu quand tu parlais, tu vois, là, en me posant ta question, c'est que ça me semble intéressant de aussi poser l'attention sur, des fois, les couples qui prennent du temps avant que la femme tombe enceinte. Mhm. Ça, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose, enfin, c'est quelque chose qui est vécu de façon très difficile au niveau émotionnel, qui est très challengeant, qui demande, heu beaucoup d'acceptation, tu vois? Parce que on veut un enfant et ça arrive pas tout de suite, ça prend du temps et cetera. Ouais, par exemple, ouais. Moi, j'aimerais bien inviter à avoir un une vision qui se change, c'est ce moment où en fait on prend la décision de vouloir un enfant et si ça prend du temps, ça veut dire que ça nous permet de cheminer et d'avoir un espace-temps plus long pour se préparer à accueillir l'enfant, à la fois dans le corps, dans l'esprit, dans tout en fait et donc ça peut vraiment être un genre de cadeau. Je sais que c'est pas facile quand la personne le vit parce que des fois, c'est quelque chose qui a été bien mûri avant même d'arrêter la contraception et cetera et cetera. Mais voilà, il y a vraiment cet aspect de on peut voir ça comme quelque chose qui vient vraiment nourrir la connexion qu'on va avoir avec notre bébé plus tard. Mm. Voilà, donc c'est ça qui m'est venu Du coup, et c'est pardon. beaucoup en lien du coup avec un des piliers de ta méthode, hein, je me permets de le citer, qui est donc les relations conscientes, conscientes avec un Oui. grand C. Tout à fait, parce que ça vient vraiment, ouais, mettre beaucoup de conscience sur tout le process qu'il vit et d'ailleurs, dans ma formation, moi, de doula, on m'a formée avec l'Ayurveda, Mhm. qui est, la médecine, ancestrale indienne et en Ayurveda, il y a vraiment, hem, toute cette phase de préconception qui est très importante, où on vient vraiment prendre conscience de: «OK, là, on veut un enfant, bah, on va peut-être faire en sorte de préparer le corps, de préparer l'esprit, de prendre ce temps» et en général, en Ayurveda, ils conseillent, c'est ouais, dans le process, c'est de 6 mois à 1 an. Mm. Oui, Nous, dans notre société, en général, c'est OK, on veut un enfant, bon, on arrête la pilule et puis tac, enfin la pilule, si la pilule est prise, tu vois? Mais le contraceptif et puis hop, on est prêt à avoir l'enfant, le mois prochain, quoi.
Ça marche pas aussi, ça marche pas comme ça, quoi. Forcément dans tous les corps, en tout cas. Voilà, ça marche pas comme ça dans tous les corps et mais ça peut être super, super puissant et intéressant de se dire: «OK, on veut un enfant. Comment on va faire? Est-ce qu'on va prendre un temps pour que le process arrive tout doucement, qu'on puisse venir se connecter, purifier entre guillemets le corps aussi des toxines, des choses mentales qu'il y a à libérer avant d'aller dans ce process de devenir parent. Ça, tu vois, moi, je trouve ça tellement intéressant parce que quand même, quand, on est enceinte, quand on devient maman, parent, tout ça, l'enfant prend aussi le capital, problème, mais le capital santé des 2 parents. Donc ce moment où on va venir faire, l'enfant, faire l'amour pour créer ce petit être, et ben, c'est super intéressant de venir le faire en ayant un corps sain, un esprit sain, qui a déjà pris conscience de beaucoup de choses pour aller dans ce processus de devenir mère, père, et cetera. Et Mmh. devenir du coup enfin d'avoir ce triangle, maman, père, bébé conscient. Yes, ouais. Voilà, je sais pas si c'est là où tu voulais en venir, mais bon, je te dis un peu ce qui me vient sur Ah oui, oui, non, mais tu fais bien, tu fais bien, tu fais bien. Alors, de base, je te demandais des exemples concrets, mais là, finalement, tu viens de nous en donner un, en fait, hein, en expliquant du coup tout le cheminement. Donc, merci déjà pour ça. Donc, ouais, si je devais synthétiser un peu, finalement, les principaux défis émotionnels que peuvent rencontrer les femmes, il va y avoir du coup le stress quand même, hein, stress, anxiété, par rapport vraiment au côté pratico-pratique de l'arrivée du bébé. Il va y mmh. avoir aussi cette joie au début, hein, voilà, d'avoir un petit être qui s'est logé en nous, mais de ne pas pouvoir le partager, enfin, pouvoir le partager plutôt qu'à partir du deuxième trimestre. Donc, joie, stress, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Mmh. Relation consciente, évidemment, l'importance en fait de la conscience. Ah oui, voilà, c'était ça le terme que je voulais rebondir, sur lequel je voulais te faire rebondir, qui est donc l'acceptation. Parce que ça, je sais que on partage cette vision commune d'accepter pleinement ses émotions. Comment fait-on, Mmh. encore plus quand on est une femme enceinte, comment fait-on pour accepter ses émotions, surtout quand il y a aussi ben, toute cette montée hormonale qui est là? Justement, comment on fait pour accepter ces émotions, gérer avec les hormones et puis tout ce que cette grossesse apporte de nouveau en fait, hein. Ouais. Ben, moi, je pense déjà que la première chose, c'est de pas les nier, mais de les reconnaître, d'accepter qu'elles existent et donc du coup de dire: «Ah bah là, je ressens de la peur, là, je ressens de l'angoisse, là, je ressens de la joie, là, je ressens de l'amour», même si l'amour n'est pas une émotion en soi, mais un sentiment. Mais enfin voilà, vraiment reconnaître ce qui vit en nous. Heu, déjà à partir du moment où on reconnaît, notre émotion, elle ne nous contrôle plus et c'est comme si on passe à un niveau où on peut se regarder plus de façon plus extérieure et donc du coup ne plus être régi par ce que l'émotion va nous dire. Donc, «Oh là là, je ressens de la peur, oh mon Dieu, je vais être en schéma de je vais être en réaction et du coup je vais faire plein de choses parce que j'ai peur ou rien faire parce que je suis tétanisée parce que j'ai peur». Mais OK, OK, j'ai peur. Quel est mon besoin en dessous de cette peur ou de cette, quand, on est en joie, c'est sûrement souvent parce qu'on a un besoin qui a été comblé, donc du coup, on est bien, on se sent comblé et cetera. Quand on a de la peur, c'est parce qu'on est en insécurité peut-être par rapport à un des sujets qui vient autour de la grossesse. Quand, on ressent de la colère, comme on disait tout à l'heure, très intéressant, mais c'est peut-être que nos limites sont dépassées et que du coup, il y a des choses à mettre en place pour se sécuriser, pour se sentir bien dans son espace personnel et et donc vraiment, ce que je trouve intéressant, c'est d'aller chercher le besoin sous-jacent à l'émotion Tout à fait. et donc quand on a connaissance de ce besoin, on peut ensuite mettre en place des actions, qui vont être, nourrissantes
pour le besoin, en fait. Mmh. Si je me sens, par exemple, en colère parce que quelqu'un a dépassé mes limites et que je me sens en colère. Comprends que c'est parce que mes limites ont été dépassées et que du coup, mon besoin d'être respectée dans mes limites n'est pas comblé et ben, ensuite de ça, je peux dire: «OK, stop, cette situation s'arrête. Je me retire de cet endroit où la personne qui dépasse mes limites et je vais me ressourcer et là, OK, je comble mon besoin de sérénité et d'être respectée dans mes limites en les imposant à l'autre». Et en fait, c'est ça, c'est ce schéma de venir, faire une cascade d'émotions, besoins, mise en place d'actions qui nous respectent. Exact, exact, exact. Parce que comme je le disais en off, la colère, c'est vraiment la partie de nous qui nous aime assez pour dire, là, il y a un truc qui va pas. Et Mmh. je me permets aussi donc de préciser ce que j'avais dit aussi en off. On aurait dû s'enregistrer, parce qu'on Grave, c'était très enrichissant. Et on disait que du coup, c'était important du coup de ne pas confondre la colère avec l'agressivité, parce que la colère est saine, l'agressivité en général du coup permet de continuer à entretenir des schémas répétitifs au niveau relationnel, etc., etc. Donc Mmh. voilà, la colère, c'est la partie de soi qui nous aime suffisamment pour dire non, ça c'est pas ok, et qui nous aime aussi suffisamment pour l'exprimer, pour passer Mmh. le ressent ici à je le sors, parce que souvent quand on est en colère, admettons que ce soit, je sais pas, contre une personne en général, c'est souvent comme ça, on va mettre là une personne, si vous êtes en colère contre une personne, c'est ok. Simplement, voilà, il y a une différence entre dire je suis en colère parce que ça, en fait, c'est pas dans mon cadre, c'est pas dans mes limites, ça les dépasse. Au lieu de dire non, mais t'es sérieux ou t'es sérieuse, t'aurais pas dû faire ça, c'est deux choses complètement différentes. Mmh. Premièrement, on était vraiment dans le je ressens de la colère parce que X besoin n'a pas été respecté, parce que X limite n'a pas respecté, au lieu de la deuxième qui est très agressive et qui suppose que l'autre doit tout de suite comprendre qu'il y avait une limite. Si il n'y a pas cette verbalisation de cette limite, la personne en face, même si elle vous connaît depuis des mois, des années, etc., etc., elle ne pourra pas deviner ce qui est dans votre tête parce que les limites que vous aviez, je ne sais pas, il y a 2 ans, ne sont peut-être plus les Mmh. mêmes aujourd'hui parce que vous évoluez, parce que les personnes autour de vous évoluent aussi en même temps que vous, etc., etc. Donc voilà, on ferme la parenthèse pour la colère, mais on voulait vraiment ouais, vous apporter ça parce qu'on a eu une riche conversation en off au début. Ouais, bah, complètement et la colère, c'est quand même une des émotions les plus challengeantes parce que c'est à la fois, elle est acceptée, tolérée dans la société, mais à la fois, elle est tellement dénigrée alors que comme tu disais tout à l'heure, tu as utilisé cette phrase qui m'a vraiment parlé, c'est que la colère est une émotion extrêmement saine, vraiment. Voilà, Voilà. point. On peut s'arrêter sur ça. Voilà, exactement. Non, non, mais c'est important. Après, oui, ben là, je vais parler avec la vision féministe, mais la colère est souvent plus acceptée pour nos amis mecs en général, parce que voilà, depuis toujours, les stéréotypes vont en ce sens. Les hommes sont encouragés à être combatifs, à être affirmés, etc., etc. Et les femmes sont beaucoup invitées à prendre soin, à être douces, etc., etc. Donc, pas étonnant que dans notre société aujourd'hui, on attribue plus la colère comme étant une normalité pour nos amis hommes que pour les femmes. Que je pense qu'aujourd'hui, il est important, et c'est pour ça que les interviews de sororité sincère sont là. C'est important de comprendre que la colère, c'est pas réservé à un type de genre. La colère, c'est une émotion humaine, tout simplement. Mmh, Donc je pense que c'est important de l'accepter, de le reconnaître. complètement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Yes, alors on va enchaîner sur les autres questions, bien que j'en ai déjà posé. Donc du coup, la troisième question, c'est donc comment faire face à ces difficultés émotionnelles? Si tu devais nous donner, je sais pas, 3 points vraiment sur lesquels se concentrer face à ces challenges émotionnels, comme tu les nommais tout à l'heure. C'est ce que je vous ai dit, juste avant, c'est pour moi, c'est vraiment, reconnaître, comprendre le besoin, mettre des actions en place. Pour moi, c'est les 3 points primordiaux
je sais pas Oui, si on dit comme ça. Heu ouais, pour après il y a plein de façons de traiter ces difficultés émotionnelles. Il y en a, ils vont passer par la sophrologie, il y en a, ils vont passer par l'hypnose, je veux dire dans l'accompagnement, pur et dur, hein. Mais quand on est face à soi-même t dans la vie de tous les jours, c'est comme ça que je conseille de traiter l'émotionnel parce que c'est ce qui permet que ça passe avec fluidité. yes, carrément. Voilà. Carrément, carrément. Ben, en ce sens, je vais me permettre, hein, parce que c'est complètement ce que tu proposes, hein, mais du coup, c'est c'est Motif Pro qui le propose. Je mets à disposition gratuitement la checklist des besoins et émotions. Si justement vous voulez mettre de la conscience là-dessus, sur vos besoins et vos émotions associées, c'est vraiment la checklist qu'il vous faut. Donc dedans, il y a 130 besoins humains et 230 émotions et sentiments. Donc, vous pouvez très bien les télécharger, les imprimer si vous le souhaitez et faire votre petit check. Personnellement, je l'utilise assez souvent pour discuter avec moi-même, avec mes amis, avec mon chéri. Et ça crée de très belles conversations et ça aide justement à vraiment bien clarifier où on en est à l'instant T. Sachant que, comme le disait Léa tout à l'heure, il faut sortir un peu de cette vision binaire pour se rendre compte à quel point l'être humain est cyclique. Et c'est en ce sens que j'ai créé ça, parce que vous pouvez très bien ressentir de la joie le matin, de la colère à midi, de la tristesse le soir. Ça ne fait pas de vous des personnes bizarres, ça fait de vous des êtres humains qui ressentent des émotions et qui Mmh. est donc cyclique. Donc voilà, par rapport à ça, je ferme la parenthèse et je vais donc enchaîner avec la prochaine question, du coup, qui est beaucoup plus spécifique donc à ton métier donc de doula par rapport à ta Mmh formation. mh. Quel est précisément le rôle d'une doula dans le soutien émotionnel des femmes enceintes et comment peut-elle les aider à prévenir ou à atténuer justement ces challenges dont tu nous parlais? Ouais, alors, bah, moi, ma posture en tant que doula, ce que j'apporte concrètement aux femmes, c'est vraiment des espaces d'écoute, d'accueil, où elles peuvent venir se déposer dans un contexte de sécurité émotionnelle, où il ne va pas avoir de projection de ma part sur ce qu'elles ressentent ou sur ce qu'elles vivent. Et c'est vraiment des espaces où tout peut être entendu, vu, accueilli, compris, où tout peut être déposé. Et selon moi, quand on vient juste, comme je vous disais, libérer ce qui se passe en nous en le verbalisant, déjà, enfin, de toute façon, j'ai bien utilisé le mot libérer, mais déjà, il y a une libération qui se fait parce que bah, c'est reconnu. Mmh. C'est Et entendu. quand c'est reconnu, pardon, C'est ouais, c'est reconnu et c'est écouté activement. c'est ça, activement, de façon empathique, avec, moi, j'aime bien voir le côté, la doula, tu vois? Il y a un petit côté, c'est pas une amie, mais il y a quand même un peu ce contexte de proximité en termes de connexion, on a une posture vraiment d'accompagnante où vraiment, heu, on n'est pas une amie, mais en même temps, il y a cette bienveillance et ce regard d'amour qui est posé sur la femme, qui est très présent. Et Mmh. donc vraiment, il y a cet aspect de venir dans un espace de cocooning où comme quand, on va voir quelqu'un qu'on aime beaucoup, on se dit: «Ah, je sais que je vais me sentir bien». Bah, c'est un peu le même sentiment qu'il peut y avoir avec une doula, de venir se dire: «Ah, ça va être mon moment où on va relâcher et on va pouvoir sortir tous les masques et dire: "Ah, voilà ce qui vit en moi, voilà ce qui est vrai pour moi, voilà ce que je vis" et sans jugement, en fait. Et Voilà. se déposer tel qu'on est en fait et en étant soutenu, écouté, guidé, hein, je pense que c'est un bon terme du coup pour ton cas et pour tous les métiers de toute façon de l'accompagnement, hein. C'est très très précieux de se créer Mmh. justement cet espace pour soi, pour Ouais, devenir, pour devenir ouais. mère, pour devenir ce que l'on souhaite en fait. Tout ça, c'est très très important. Donc ouais, juste pour déjà, j'ai vraiment envie qu'on le synthétise, qu'on mette en avant. Pensez que ce soit pas pendant votre grossesse si vous êtes enceinte ou avant ou même après une grossesse. En fait, il n'y a pas d'âge hein, pour se faire accompagner, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience de vous faire vraiment accompagner pour voir ce que ça fait hein, d'avoir cet espace
pour soi, d'être écoutée véritablement, de se sentir enfin comprise par quelqu'un. Les professionnels de l'accompagnement sont clairement là pour ça et pour votre santé émotionnelle et mentale et physique et globale en fait, hein, avec un grand S. Mmh. Ouais, et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, c'est que la première femme que j'ai accompagnée, c'est une femme, de mon entourage, à qui j'avais proposé parce que du coup elle est tombée enceinte, au moment de la fin de ma formation, donc ça tombait, on va dire, à pic et je lui avais proposé mon accompagnement et au début elle comprenait pas tant, bon j'avais beau lui expliquer, elle comprenait pas tant, l'utilité et cetera et en fait, on elle a fini par parce que début de grossesse compliqué et C'est quoi que elle tu a appelles fini par me dire: compliqué? Enfin, si tu peux nous partager un peu les outils «Compli». en protégeant son identité, bien sûr. Ouais, compliqué dans, la façon dont ça a été vécu, dont le personnel médical s'est articulé autour de cette femme. Ça a été assez compliqué, je peux pas rentrer trop en détail parce que c'est quand même de l'ordre de l'intime, mais ça a été ouais, ça a été assez challengeant parce qu'il y a pas eu d'annonce claire de la grossesse et donc elle est restée un peu dans ce flou, qui a fait que ça a fait remonter beaucoup d'angoisse, d'émotionnel, tu vois? Très compliqué justement. Et donc en fait, justement, elle finit par me dire: «Ouais, bon d'accord, on va faire un rendez-vous, mais comme ça, hein, juste comme ça, tout ça» et en fait, on a fait ce rendez-vous où elle a pu, heu, être accueillie dans cet espace d'accueil, d'écoute et cetera et en fait, quand elle est ressortie, elle m'a dit: «Oh là là, mais c'est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça et en fait, c'est fou comment juste cet espace où j'ai pu me déposer m'a permis d'accepter ma grossesse et quand la femme me dit d'accepter ma grossesse, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est clair. C'est elle m'a dit que a posteriori, elle m'a dit: «Écoute, je suis pas sûre que sans, ce moment, qu'on a passé ensemble, j'aurais aussi bien accepté ma grossesse». Parce que finalement, ce qui lui avait fait beaucoup de bien, hein, c'était donc d'être suffisamment honnête avec soi-même et de dire que, de se rendre compte que peut-être jusqu'à présent, jusqu'à cette séance, en tout cas, elle n'avait pas accepté sa grossesse. Ouais et que en fait, elle a pu déposer toutes ses angoisses, Mm. toute la colère qu'elle avait vécue dans ces mois un peu de trucs médical, pas clairs, et ben, en fait, ça lui a permis en de vivre tout ce qu'elle avait vécu et de dire: «Oui, OK, voilà, j'ai vécu ça. Mm. Bon, j'ai reconnu, en fait». Elle a reconnu ce qu'elle avait vécu et par cette reconnaissance de ce qu'elle avait vécu, elle a ensuite pu passer à autre chose et libérer ce qui avait besoin d'être libéré. Et Ouais. ensuite mettre en place, bah, du coup, ce qu'elle avait envie de mettre en place pour cette grossesse. Yes. Donc à la fois, du coup, je me permets hein, ramener Synthétiser. en quoi c'est important. Donc j'imagine préparation du corps, préparation mentale, préparation comme tu disais, de l'entité de la famille qui est en train de venir. Alors bébé est peut-être encore dans le ventre, mais il est bel et bien présent Mmh. quand même dans la famille. Exactement, c'est ça. Ok, C'est ok. ça et juste pour, compléter la réponse par rapport à ta question, il y a aussi le rôle de la doula peut être aussi d'accompagner dans la femme dans les recherches qu'elle a besoin de faire autour de sa grossesse. En fait, c'est vraiment c'est pas une, elle va pas apprendre des choses, la doula, à la femme, mais elle va l'aider à se renseigner et à se sourcer, à comprendre ce qui se passe, et à aller vraiment, vers les pratiques qui peuvent l'attirer. Voilà. Il y a Yes. vraiment cette posture-là aussi. Ouais, voilà, pour le bien-être holistique de la Voilà, femme et du bébé, quoi, de la grossesse en fait. complètement, c'est ça. Très bien. Et bien justement, ça fait le pont avec la prochaine question. En quoi la communication et l'écoute active sont-elles essentielles dans une relation consciente? Et notamment, peut-être, peux-tu nous faire le zoom sur soit le soutien du papa à Cilia ou de la maman, et peut-être aussi voilà, du soutien relationnel au global, justement pour des relations consciente et l'importance du coup de l'écoute active et, et de la communication. Ouais, alors, bon moi déjà je suis, une grande fervente de la communication non violente.
je vous inviterai à vous renseigner sur cette façon de communiquer qui est pour moi tellement apaisante, parce que pour moi, la communication, elle est très importante, mais ce qui va être le cœur de la communication qui fonctionne, c'est la compréhension. Et quand j'entends communication, consciente, c'est avec soi et avec les autres. Et donc ça rejoint tout ce qu'on disait depuis le début, qui est le fait d'être, au clair avec soi, de comprendre ses émotions, de comprendre les besoins sous-jacents à ces émotions, pour ensuite pouvoir les communiquer de façon claire. Mmh. Si on a un discours intérieur qui est dans le brouillard, on va arriver et on va dire, enfin, si on va communiquer, par exemple, avec son partenaire, on va juste faire: «Ah!» parce qu'on s'est déjà pas clair avec nous, tu vois? C'est vraiment ça, ce truc. On va parler chinois parce qu'on va pas se comprendre, l'autre va pas nous comprendre, il va y avoir tellement de clés d'incompréhension que, du coup, on va dire: «Mais qu'est-ce que la personne essaie de me dire là? En fait, je comprends pas, quel est le besoin?» Oui. Donc la communication, c'est avant tout avec soi-même qu'on la crée, et donc ça passe donc par tout le schéma qu'on disait tout à l'heure, et quand on a conscience de son besoin, de ce qui nous met en réaction, de l'émotion qui vient nous titiller, ensuite on peut exprimer le même processus dont on parlait tout à l'heure, mais de façon à communiquer avec l'autre. Yes. Et donc là, ça va être: «Voilà, j'ai ressenti telle émotion. Voilà pourquoi je l'ai ressenti, voilà quel est le besoin sous-jacent», et ensuite, il y a ce point de: comment on peut faire en sorte que toi et moi, on se sente compris dans nos besoins, et que, bah, du coup, tous les besoins soient comblés sans empiéter sur les limites de l'autre. Yes. Vous avez 4 heures. C'est ça. C'est ça, exactement. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Ça se fait pas du jour au lendemain. On est là et on se dit: «Oh, j'ai entendu la communication non violente». Mmh. Non, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours et qui demande d'être dans une posture d'accueil, et c'est là où ça rejoint enfin, l'écoute active Mmh. dont tu parlais. C'est vraiment cette communication non violente, elle nous pousse à nous mettre dans un espace d'accueil de l'autre aussi. Mmh. Ouais, c'est ça, parce que l'écoute active, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment, OK, j'ai ma vision des choses, j'ai mes valeurs, et cetera, mais notamment, tu vois, dans cet échange que l'on a actuellement, bien sûr, je sais ce que je pense, je sais mes valeurs, mais l'écoute active, c'est mettre, entre guillemets, de côté, temporairement, en fait, ma carte à moi du monde, en fait, Ouais. pour, en fait, écouter pleinement la tienne. Mmh. Voilà ce qu'est l'écoute active en fait. Et c'est pas dire bon ben je suis d'accord avec toi, mais moi j'aurais dit ça. Là c'est pas de Ouais. l'écoute active. Là c'est je veux Mmh. mettre mon grain de sel dans ta vision des choses. Après si bien sûr toi tu me le demandes de ben toi qu'est-ce que t'en penses? Là on reste dans ce qui est respectable, j'ai envie de dire, dans les limites de l'un et de l'autre. Mais voilà, c'est très important d'écouter activement. J'en avais parlé, j'en ai fait un post, j'en ai parlé en story. Quand, par exemple, je sais pas, vous discutez avec une personne dans la même pièce que vous, mais que vous êtes en même temps en train de regarder votre feed Instagram, vous n'écoutez pas la personne. Mmh. Voilà. Et je pense que ça, tous ces petits détails, c'est très important justement, comme tu disais, pour développer des relations conscientes, respectueuses, saines et qui acceptent en fait l'être humain et ses milliers de palettes émotionnelles. Et je trouve que Ouais. c'est ça le plus beau en plus. Ah, je suis totalement d'accord avec toi, c'est exactement ça. C'est vraiment ce moment où on apprend à être présent à l'autre, en fait. Mm, C'est ça. Arrêter d'être dans nos petits trucs et OK, quelqu'un a envie de m'exprimer quelque chose, je suis présent à cette personne. exact. Ouais. Et ça, du coup, est-ce que OK. tu penses que c'est facilement applicable, du coup, dans, par exemple, le couple qui va devenir parent? Ah, facilement applicable, Alors, je facilement, sais c'est peut-être pas. pas le bon terme. Alors, est-ce que c'est applicable? Voilà, plutôt. Alors, oui,
c'est applicable. Maintenant, je pense qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Hem, il y a la façon dont on a toujours, communiqué. En fait, c'est vraiment un nouvel apprentissage. Vraiment, moi, je le vois comme ça. Bien sûr que c'est faisable, c'est possible et je pense même que c'est une des clés pour apaiser un certain nombre de relations ne qui sont dysfonctionnelles, mais parce que beaucoup, c'est du dysfonctionnel de communication et de compréhension, tu vois? Il y a des gens, ils s'aiment beaucoup, mais ils arrivent tellement pas à communiquer, à se comprendre que ça bloque, en fait et puis ça fonctionnera pas. Mmh. Alors que s'il y a cet aspect de communiquer nos besoins, nos émotions, ce qui vit en nous, sans dire à l'autre: «Tu es responsable de mes émotions, tu es responsable de cette situation». En fait, c'est beaucoup ça qu'on fait en général quand on communique ou quand on parle. Quand on est dans cette communication non violente, on apprend à responsabiliser ce qui vit en nous. Ça vit en nous par rapport à notre histoire. C'est le même aspect que si tu dis 2 phrases à 2 personnes différentes, les 2 personnes vont le prendre totalement différemment. Donc c'est bien la preuve que c'est pas la phrase qui fait, heu, la réaction, mais c'est la personne avec son histoire qui réagit par rapport à cette phrase. Et donc oui, c'est possible de l'appliquer. Maintenant, ça demande de la douceur aussi avec soi. On va pas réussir forcément. Il y en a, ils vont y arriver direct. Il y en a, ça va prendre des années. Et c'est OK en fait, on y va chacun à son rythme. On prend, avec, ce qu'on a déjà en soi, on apprend à l'intégrer à sa vie au fur et à mesure. Voilà. Et on ne peut pas forcer non plus quelqu'un à dire: «Ah voilà, j'ai trouvé la communication non violente, c'est la solution, fais-le avec moi!» Mmh. Non, en fait, tu vas apprendre à le faire par toi-même et on prend le résultat de ce qu'on fait avec des choix alignés comme le résultat qui doit être. Donc après, on prend des alors c'est pas très clair ce que je dis, mais on prend des décisions ensuite qui sont alignées. Si la personne n'arrivera jamais enfin, tu vois qu'elle ne fait jamais, par exemple, de communication claire ou alors elle essaie pas de comprendre, dans quel process tu es et ben, au bout d'un moment, c'est à toi aussi de soit de te retirer de la relation si ça te convient pas, soit de rester là-dedans parce que tu es OK pour toi que la personne prenne le temps dont elle a besoin pour intégrer cette nouvelle façon de communiquer, tu vois? Yes, ouais, ouais, ben, il C'est y a comme ça que je vois les choses. oui, ben voilà, et d'où l'importance en fait d'être, honnête avec soi-même et du coup honnête du coup avec les autres parce que je pense que ce que tu veux nous aussi nous amener, c'est ça le fond, hein. Parce que si on a l'habitude de dire toujours oui alors que ça fait des mois, des semaines, je sais pas, qu'on a envie de dire non et qu'à un moment donné, ben, on se retrouve en mode ouais mais je comprends pas, je ne ressens plus la même chose pour elle, pour lui, etc. Mais c'est peut-être aussi, alors je dis pas ça pour vous culpabiliser quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour l'avoir vécu en tant qu'humaine, hein, garder, à un moment donné ça entache les relations énormément parce que quand ça explose, en général ça fait de sacrés dégâts alors que si on commence à parler au fur et à mesure et des fois on n'a pas forcément envie de parler à la personne concernée, il existe d'autres méthodes de communiquer. On peut très bien parler à quelqu'un en lui envoyant une musique, en lui envoyant un poème, je ne sais pas, moi j'adore écrire dans mon journal intime par exemple, et il y a des fois quand j'ai du mal à communiquer, bah, je vais aller prendre peut-être quelques mots de mon journal intime pour aller exprimer ça à la personne qui est concernée par exemple, ou des choses comme ça. Il y a vraiment 10 000 façons en fait de communiquer. Je pense que aujourd'hui, c'est hyper important pour des enjeux à la fois systémiques, et quand je dis systémique, je dis aussi politique, et à la fois pour nos propres vies individuelles, de communiquer, d'arrêter de s'empêcher de dire oui, d'arrêter de s'empêcher de dire non, d'arrêter d'empêcher de dire mais là, en fait, il y a une limite, et je l'ai peut-être pas mis avant, mais aujourd'hui, j'ai besoin qu'elle soit là. Et c'est OK de changer, comme je le disais un peu plus tôt, je sais plus si je l'ai dit en off ou au début de l'interview, je ne sais plus, mais Je sais plus non plus. je me rappelle, c'est important de toute façon. La personne en face de vous, peu importe qui c'est, elle ne deviendra jamais, entre guillemets, ce qu'il y a dans votre tête, même si elle vous connaît depuis des années. Donc c'est vraiment important ouais, de communiquer pour développer des relations conscientes, pour citer ta vision et tes termes à toi, et avec comme base, en fait, relation consciente, bah, la base de l'honnêteté, de la sincérité, de l'intégrité. Ouais.
Je suis tellement d'accord avec toi et en plus, ça me ramène à un des sujets qui me passionne le plus actuellement, mais parce que je pense que c'est la base de tout ça, en fait, de tout ce dont on est en train de parler, c'est cette sincérité radicale. Tu vois, tu parlais de sincérité, d'honnêteté et moi, j'aime beaucoup aborder, le thème de la sincérité radicale. C'est un terme que j'ai entendu pour la première fois dans les podcasts de Chloé Bloom. Elle en parle très régulièrement, mais ça c'est un concept qui a changé ma perception de tout ce qui se passe parce qu'en fait, quand tu es sincère de façon radicale avec toi et que tu vas à ta vérité la plus pure, ensuite, c'est pareil, cette cascade d'événements, d'actions que tu vas mettre en place, ce sera tellement plus conscient et aligné que Mmh. ça change tout, en fait. Ouais, ça sera authentique. Et oui, évidemment. Ouais, Mmh. Et oui, et puis voilà, en c'est le plus, petit truc. le fait d'être... bon, moi, j'aime beaucoup l'honnêteté. Enfin, c'est une de mes valeurs, déjà, à titre personnel, mais c'est aussi c'est ma première force de caractère. Donc, Mmh. c'est pas fonctionner autrement que comme ça. Donc, c'est très facile. Je le souligne ici parce que c'est très facile pour moi de vous dire d'être honnête parce que je sais l'être. Voilà. Mmh. Donc, j'entends bien que c'est pas, cette force, elle n'est pas numéro un pour tout le monde. Donc, il n'y a vraiment pas de jugement et il y a quand même cette conscience que voilà, on n'est pas tous pareils, on démarre pas de la même ligne, de la même ligne de départ, si je peux dire, vis-à-vis de ce Mmh. sujet. Mais si je peux vous amener peut-être un seul argument qui, pour moi, fait que l'honnêteté est très importante dans notre société, dans nos vies, c'est que plus on sera honnête avec soi-même et donc par conséquent avec les autres, plus en fait on pourra d'entrée déjà nous faire confiance parce qu'on se sait. Moi, je suis convaincue depuis des années que la base de confiance en soi, c'est pas tout le temps sortir de sa zone de confort. C'est d'abord d'être Mmh. honnête envers soi-même. Parce que quand on est honnête avec Ouais. soi-même, on ne peut que se faire confiance. Et naturellement, quand cette confiance s'installe en nous, ouais, elle se voit à l'extérieur. Et du coup, dans nos relations, si on est aussi sincère, les personnes elles vont aussi avoir confiance en nous. Et là, on passe d'un cercle un peu vicieux où tu disais tout à l'heure, ça part un peu dans tous les sens, etc. Et du coup, les personnes, quand elles se disputent, il n'y en a aucune des deux qui se comprend parce qu'il n'y a pas d'écoute active, il n'y a pas de congruence. Mmh. Et je pense que, alors, la seule clé, je ne crois pas que ce soit l'honnêteté. Moi, je dis juste aujourd'hui que c'est celle qui me facilite la vie un peu plus dans mes Ouais. relations, hein, voilà. Mais mettre cet ingrédient, cet ingrédient, pardon, magique, hein, qui est l'honnêteté, je pense que ça fait du bien énormément individuellement, déjà, mais aussi Ouais. voilà, au niveau de nos relations et donc du coup à échelle collective. Ah mais complètement, complètement. C'est pour ça que je pense et tu as raison parce qu'en fait, c'est vu que c'est peut-être quelque chose que toi que tu vis de façon assez naturelle, bah, c'est logique en fait. Mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas le cas et même des gens qui pensent que pour qui c'était le cas et que c'était pas le cas. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Parce qu'il y a une différence entre l'honnêteté, la sincérité qu'on entend sur la société, sur la voie publique et la sincérité radicale avec soi, tu vois? oui. Mais je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, et sur le rayonnement que ça a sur l'environnement et tout, c'est très vrai. Écoute, je suis contente que ça te parle. J'espère que ça sera pareil pour nos auditrices et auditeurs, parce que c'est un sujet très, très, très important, je pense. Mmh. Ah oui. Ensuite, peux-tu nous parler des différentes techniques et approches que tu utilises pour aider les femmes enceintes à gérer leur stress, leurs peurs et leurs angoisses? Oui, alors, donc moi, ce que je vous disais, c'est ça, c'est que c'est vraiment ces espaces d'écoute, d'accueil. C'est ça ma technique principale, heu, enfin la femme vient, on parle, on fait émerger ce qui a besoin d'émerger et cetera. Hem, Moi, ce que j'aime faire dans mes accompagnements, c'est, poser des questions à la femme pour que voilà, toutes ces réponses qui vit en elle-même, ressortent et donc j'ai pas de technique,
magiques ou de subconscient et cetera qui sont très bien, comme tu dis, toi ta technique, d'émotionnel profond, Oui, ouais. les séances de libération émotionnelle profonde, plus connues sous le nom d'EFT, hein, mais Ouais. Bah, voilà, ça c'est super, mais moi en tout cas je les ai pas encore, ces techniques et parce que je pense aussi que toutes les réponses sont en la femme et qu'en faisant émerger dans ces espaces pardon, d'écoute et d'accueil sans jugement, elles peuvent trouver elles-mêmes les réponses à leurs questions. Voilà. yes. Donc c'est pour ça que j'utilise, cette technique et puis c'est la technique des doulas en général. Ouais, vraiment l'écoute active. Et en fait, ça se base beaucoup si. Alors, je sais pas si ce terme va te parler, mais j'imagine que oui, quand même. L'alliance thérapeutique, ça te parle? De nom, oui, mais après, Globalement, c'est un peu ce qu'on dit, tu sais, c'est l'acceptation inconditionnelle de la personne, la congruence, ouais, l'écoute active. ouais. Tu vois, Bah oui, ça me parle alors. Oui, En fait, du totalement. coup, j'imagine que notamment, et encore plus les premiers rendez-vous, mais même au-delà, hein, c'est très basé sur ça, sur l'alliance thérapeutique pour que la personne Mmh, puisse avoir cette espèce de siège, même si c'est en visio, ouais, consulte, mais cette espèce quand même de siège qui est là pour elle et qui, du coup, lui permet, de par ta posture réceptive, de justement permettre à la femme peut-être de défendre, enfin de, non pas de défendre, mais de faire écrouler, enfin pas écrouler, c'est peut-être un peu violent comme terme, mais de faire baisser, voilà, je préfère ce terme, oui, assouplir, voilà, ça c'est encore mieux, d'assouplir certaines défenses qui peuvent être là par peur du jugement, etc. Parce que mmh, voilà, on a beau voir marqué sur les sites internet de chacune, peut-être que voilà, on est des personnes bienveillantes, etc. Le fait est que ben, c'est très naturel de ne pas directement faire confiance à quelqu'un qu'on ouais. ou qu'on ne connaît pas. J'ai même envie de dire c'est sain, hein, vous avez une bonne Oui, santé c'est ça, mentale, tout à fait. voilà. Donc du coup, je pense que oui, en effet, enfin, si j'ai bien compris, ouais, ton travail se base vraiment sur cette assise, cette alliance thérapeutique qui crée le lien tout simplement entre humaines. Ouais, Et à partir oui, de c'est là, ça. tu écoutes suffisamment la personne pour proposer, j'imagine, des questions, des angles de vue différents en fonction de ce que la personne elle-même vit. C'est un peu du sur-mesure finalement, en fait, hein. C'est peut-être pour ça que... Exactement. Et c'est ça, tout à fait. Et en plus, il peut y avoir des petits exercices, des actions à mettre en place dans le quotidien. Et voilà, ça va être très lié à ce dont la personne a besoin. Et moi, j'ai un panel de plein d'exercices qu'on peut mettre en place avec la femme, mais qui, voilà, vont venir selon ce dont elle a besoin. Des fois, ça va être juste des fois, il va y avoir des femmes qui vont avoir besoin juste d'écoute, de cet espace, voilà, d'accueil, d'écoute. Il y en a, elles vont avoir besoin de quelque chose de très concret. OK, qu'est-ce que je mets en place dans ma vie par rapport à telle pensée et tout? Et donc là, on va dire: «OK, et ben, on va mettre en place telle chose, tu vas faire ça comme ça», mais toujours en co-création, avec, enfin, c'est pas je me mets pas dans une posture de «je sais» et elle apprend. C'est pas du tout ça. Et on est, C'est vraiment nourrir ce lien de confiance, c'est une horizontalité, voilà, c'est ça. voilà, yes, exact. C'est ce que Carl Roger met en avant, justement, avec aussi cette alliance thérapeutique, hein, Mmh, l'horizontalité importante dans une posture quand on accompagne. Donc, ouais, ouais, je suis très heureuse de t'entendre dire ça parce que j'ai complètement aussi cette vision et je pense que c'est très rassurant pour les personnes qui nous écoutent et qui voudront peut-être bénéficier de nos services, d'entendre que c'est pas parce qu'on sait, pas parce qu'on est formé à tous ces gens, à tous ces enjeux qu'on est inférieur, supérieur, on est d'égal à égal, d'humain à humain, avec une base humaniste et sincère surtout. ouais, tout à fait. Euh, Ensuite, bon là tu as déjà répondu, mais tourner comme ça, non peut-être pas, je vais quand même te la poser cette question. Quels sont les bienfaits d'avoir le soutien d'une doula sur le plan émotionnel avant, pendant et après la grossesse et l'accouchement? Ouais, bah, alors déjà, il y a beaucoup de points de bienfaits, d'avoir une doula, mais je pense que déjà, ça amène un sentiment de plutôt ça fait retirer le sentiment d'être seule, de solitude. Il y a vraiment cet aspect que la doula, elle est un point d'ancrage, un soutien qui vient vraiment, comme
cocooner, englober cette femme qui vit des choses. Et la doula, elle est là et elle vient, elle dit: «On te met dans une petite bulle à ce moment-là et puis comme on disait, tu sors les masques et puis tu peux vivre sans l'angoisse de l'accouchement, sans ou alors en parlant ou alors, sans aucune pression parce que pendant la grossesse, tu sais, souvent, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ouais, mais tu devrais faire ça et tu devrais pas manger ça et tu devrais et ben, la doula, elle vient, elle dit rien. Enfin, tu vois? Si il y a un conseil sollicité, là, elle peut venir donner un point de vue, mais elle vient pas projeter d'attente sur la femme. Donc Mmh. je pense que ça, c'est quand même un sacré bienfait. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ensuite, bon après parce que souvent on parle que des femmes là, mais il y a vraiment cet aspect couple, hein, aussi dans l'accompagnement d'une doula. Elle peut accompagner le couple. D'accord. Ça peut être un accompagnement de couple sur toute la durée, de l'accompagnement. Mais ça peut aussi être, un moment rien qu'avec le papa, un moment rien qu'avec la maman. Par exemple, enfin, dans un des accompagnements que j'ai fait, hem, on a fait, 4, accompagnements, enfin 4 séances d'accompagnement avant l'accouchement, dont une avec le papa pour, faire le projet de naissance, parler un petit peu justement de ce moment, l'accouchement, la place, du père lors de ce moment, comment il peut venir soutenir la mère. Enfin, tu vois, là, c'est un apport de connaissances, mais tout en co-création avec le couple. Donc vraiment, il y a cet accueil du couple et quand, l'accouchement a été terminée, j'ai fait une séance d'accompagnement rien qu'avec le papa pour qu'il vienne se déposer dans son expérience de l'accouchement. Et donc vraiment, à ce moment-là, on a parlé de comment il avait vécu l'accouchement, qu'est-ce qui avait été compliqué pour lui, qu'est-ce qui avait été super, vraiment, il a pu venir se déposer au même titre que la maman. Mmh. Voilà, parce que c'est important. Oui, oui, tout à fait, que ce ne soit pas que les femmes qui prennent en charge la santé émotionnelle et mentale d'une famille. Oui, c'est très, Mhm. très important. Et puis même en tant qu'homme, même si bon, je suis une femme et que je peux pas être complètement à leur place, mais j'imagine qui subissent aussi un certain stéréotype de genre et qui sont du coup certaines fois moins impliqués que les femmes alors qu'ils en ont envie. J'imagine, hein, parce que ben, si on a la preuve vivante avec ce papa hein, qui a pris en charge sa santé émotionnelle et mentale et qui trouve ça bah, sain, j'imagine, pour la famille. Est-ce que Bah ça, oui. est-ce que justement avec les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as pu voir euh, des couples où tu as vu plus de mamans seules? Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que du coup, il y a vraiment, est-ce que tu dirais qu'il y a un soutien de la part des papas? Alors, moi, j'ai vu plus des mamans. Ouais. Mais je sais qu'il y a quand même une volonté en fait, c'est que encore une fois, on n'a pas, les papas n'ont pas conscience, parfois, de l'importance qu'ils ont dans le soutien de la maman, sur plein d'aspects, en fait. Et donc, par exemple, ce papa, qui a fait, l'accompagnement, où on a fait l'accompagnement à 2. Et ben, quand on a fait cet accompagnement à 2 pour préparer l'accouchement, il a pris conscience de sa place. «Ah oui, OK, ah d'accord. Donc en fait, quand, ma femme va accoucher, je vais tenir l'espace. Ah OK, elle a besoin de câlins, de bisous, de ci, de ça». En fait, c'est des trucs qui peuvent sembler assez logiques, mais en même temps qui sont tellement pas appris que quand on vient mettre des mots, sur la place qu'a, le partenaire dans cette phase, ça change tout pour lui, tu vois? En fait, justement, il y a l'implication et donc du coup, quand il comprend ça et ben, il s'implique encore plus parce qu'il a besoin de se sentir utile. Et là, la femme, du coup, se retrouve soutenue, lui, il se sent utile, et le bébé, du coup, est accueilli par euh, L'entité deux parents, des parents. Oui, deux véritables parents. C'est super oui, chouette d'entendre ça, ça fait du bien voilà, d'entendre que tu accompagné un homme aussi qui se posait des questions sur sa place et qui a finalement la prise. C'est hyper bien bah, que tu nous partages ça, je trouve, parce que en effet, ça peut sembler logique, mais comme tu dis, on nous l'a tellement pas appris.
Enfin, j'ai jamais vu, moi, personnellement, à l'école, des cours pour comment devenir des bons parents, comment préparer l'accouchement, etc. Donc, c'est très important. Donc, merci pour ça. Est-ce que tu as d'autres bienfaits à nous partager sur le fait d'être accompagné par une doula? Il y a aussi, bah, la doula peut aussi avoir, être présente à l'accouchement. Si c'est, en accord avec les parents, c'est à la demande des parents et si, le corps médical accepte, c'est aussi une possibilité et dans ce cas, on a vraiment une posture de pour tenir l'espace. C'est vraiment parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la maman, elle est en travail, heu pour que ça reste dans la physiologie et dans quelque chose qui va vraiment favoriser ce bien-être, il faut qu'elle se sente dans un contexte d'intimité où ils vont pouvoir, elle va pouvoir bouger comme elle le souhaite, faire les sons qu'elle souhaite quand elle le souhaite. Il peut avoir des lumières un peu tamisées, tout ça. Bon, bref, c'est pas forcément le cas dans le monde médical, mais la doula peut vraiment venir pour tenir cet espace, faire la relation entre, le corps médical et la maman. Parce que vu qu'elle a déjà un lien de confiance, profond avec le couple et la maman, elle peut vraiment faire ce lien, en fait, entre l'espace qui a besoin de rester comme une bulle pour les parents et bah, ce qui est hors de l'espace. Bon, même s'il y a le corps médical qui rentre quand même dans l'espace des parents, mais ça peut être une posture que la doula adopte et donc du coup qui met en confiance les parents. Heu, Aussi un couple que j'ai accompagné, je suis allée à la maternité, heu, bah, c'est le couple avec le papa qui a participé, tout ça. Je suis allée à la maternité le lendemain, donc ça faisait 10 heures que la petite était née et pour vous dire à quel point le lien de confiance est fort dans le cadre d'un accompagnement de doula, c'est qu'ils avaient besoin de se reposer et qu'ils m'ont envoyé un message en me disant: «Écoute, est-ce que tu peux venir? Parce qu'on a besoin de se sentir en confiance, avec quelqu'un qui vient veiller sur notre bébé, pendant que nous on se repose». Alors, c'est pas veiller dans le sens, je vais prendre le bébé, puis je vais le nourrir et cetera, mais c'est venir en fait et tenir cet espace pour eux, pour qu'ils puissent avoir un temps de relâchement et se dire: «OK, là, il y a quelqu'un en qui on a confiance, qui est une personne de sécurité et nous, on peut se relâcher». Ouais, ouais, Tu pour vois? souffler dans notre nouveau rôle de parent et momentanément et justement ne pas être stressé parce que justement bah, peut-être que toi à leurs yeux à ce moment-là tu représentais peut-être un peu plus beaucoup plus de sécurité et de confiance que peut-être une infirmière ou une sage-femme dans, Oui, dans la maternité. Donc du coup ouais ça j'imagine le bien que tu as dû faire à ce couple et à cette jeune famille surtout. ouais. Oui, c'est ça, tout à fait, parce que finalement, des fois, ils sont pas accompagnés par la sage-femme qui a suivi la grossesse et puis il y a pas tout l'apport émotionnel qu'il y a, Mm. tu vois? Et oui. Voilà. Ok. Et j'avais une question. Enfin, déjà, avant, est-ce que tu as terminé pour les bienfaits avant que j'enchaîne sur l'autre question? Oui, je pense que je suis pas mal sur ce que je voulais dire. Ouais, c'était très riche. Moi, j'avais une question, parce que je t'avoue que là, ça m'est venu quand tu as parlé. J'ai vu là, récemment une ancienne amie à moi qui a accouché il n'y a pas longtemps. Et en Mmh fait, mh. elle disait sur ses réseaux que en fait, elle en avait un peu marre d'être toujours épiée, qu'on lui demande toujours, enfin qu'on lui impose toujours en fait des conseils de grossesse, de par exemple, alors je sais pas trop, hein, moi je suis pas maman, mais je sais que par exemple, elle a pu avoir des remarques comme quoi, ah mais tu dors encore avec ton bébé, ah mais tu allaites encore ton bébé à tel mois, etc. Comment, comment non, c'est peut-être pas comme ça que je vais la formuler cette question. Qu'est-ce, ouais, quel conseil tu donnerais face justement à ces invasions de territoire, surtout pour une jeune maman ben, je pense que ce passage est très important. Donc je pense que les jeunes mamans ont autre chose à entendre que tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Comment peuvent-elles du coup ouais, se protéger contre ces intrusions de territoire? C'est hyper intéressant comme question, et j'y ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pensé. Je me suis beaucoup renseignée là-dessus, enfin, de toute façon avec ma formation, tout ça, mais je pense qu'une des premières choses à faire, c'est nourrir
la confiance qu'on a en tant que nouvelle mère. Et donc ça passe par, tu vois, ça passe aussi par tout cet accompagnement, émotionnel, tout ça, de d'être sûr de ses choix, de savoir pourquoi on les fait, de savoir quels besoins ça vient combler chez nous, de comprendre, en fait, tout ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'en fait, si, heu, on est complètement en accord, aligné, et encore, c'est très délicat parce que quand on devient maman, quand on a cette nouvelle posture, on on est dans une posture de vulnérabilité parce que c'est un nouvel état qu'on ne connaît pas forcément, surtout si c'est notre premier bébé. C'est vraiment, donc ça peut être très compliqué de dire: «Ah non, arrête de me donner des conseils parce que en fait, tu me fais juste stresser», et c'est là où se joue toute l'information qu'on peut prendre pendant la grossesse et avant. Mmh. C'est cette posture de d'avoir confiance en soi, en ses choix et de savoir pourquoi on les prend. Donc je pense que voilà, c'est vraiment venir nourrir le pourquoi on prend cette décision. Pourquoi je dors encore avec mon bébé? Pourquoi j'allaite? Pourquoi je n'allaite pas? Pourquoi je, veux un accouchement naturel? Pourquoi je veux une césarienne? Pourquoi? Enfin, tu vois? Peu importe la réponse. En fait, la réponse, c'est pas tant le problème parce que dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui vont dire: «Oui, mais ça, c'est mieux. Oui, mais ça, c'est mieux». Le mieux, c'est ce qu'on choisit pour soi. Et pour son Ça bébé en c confiance, du coup, ouais, c'est ça. Donc oui, bah, en fait, ouais, c'est ça. ça revient finalement au fait de faire déjà ce travail, hein, comme tu dis, on revient au début, de faire déjà ce travail de posture, d'affirmation de soi, de connaître déjà ses besoins, ses émotions, ses valeurs. Et donc du coup, bah, tout ça, j'imagine, ça sera légué en tout cas en termes de valeurs au bébé. Donc oui, je pense que si on devrait peut-être faire un petit rappel comme ça, global, c'est de peut-être d'arrêter de faire douter les actions des femmes. Mm. Ouais, et en fait, c'est Pour la totalement ça, sororité. et s Pour la sororité. remettre, beh, c'est ça, et remettre, en fait, remettre son pouvoir entre ses mains. Parce que c'est ça le challenge de tous les sujets qu'on a abordés, c'est avoir son pouvoir entre ses mains et arrêter de le déléguer. C'est-à-dire qu'il y a je remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent leur grossesse en mode: «Ouais, bon, de toute façon, on m'a dit de faire ça, on m'a dit de faire ça, donc en fait, na en fait, elles ont fait automatiquement ce que telle personne a dit, nani na et puis à la fin, elles arrivent, elles disent: «Ah, beh, j'avais pas envie de vivre ça, mais j'ai vécu ça». Alors que quand tu as fait le cheminement de façon consciente, tu as pris tes choix, bah, peu importe en fait le résultat de ce que tu vas vivre, ce sera le résultat de choix alignés, et donc du coup, personne pourra te dire: «Tu as été mauvaise». Enfin, tu vois? Ou alors, bah, on pourra te le dire, mais tu diras: «Bah, non, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai pris une décision, c'était parfaitement aligné et conscient». Donc Mhm. Ouais, d'où la nécessité ouais, d'apprendre à s'affirmer dès enfin, le plus tôt possible en fait. Ouais. ouais, et de se connaître, Et de se se connaître. connaître vraiment, vraiment, vraiment. On ne peut pas s'affirmer sans se connaître, ça c'est sûr. Ouais, Et ouais, le premier pas, c'est ouais, c'est se connaître et comme tu dis, et apprendre à s'affirmer. C'est important pour soi et pour toutes les personnes autour de nous qui nous sont chères de toute façon, si on veut des relations conscientes. ouais. Super. Eh bien, écoute, je vais terminer avec deux questions pour toi. Euh, tac, 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 je les reprends. Donc, comment aujourd'hui on pourrait encourager les femmes? Alors là, comment on pourrait, c'est vraiment pour toutes les femmes, tous les hommes qui nous écoutent, comment chacun, à sa place, hein, individuellement, peut soutenir davantage les femmes enceintes pour que justement on les encourage à exprimer leurs besoins et leurs émotions sans qu'on leur dise t'en fais trop, t'es trop sensible, c'est les hormones, patati, patata. Bref, tu connais les injonctions. Donc comment on peut aider, voilà, justement, nous, à échelle humaine, pour chacune d'entre nous, comment on peut aider ces femmes enceintes et ces femmes, de toute façon, avec un grand F, à exprimer leurs besoins et leurs émotions. Ouais, ben ça rejoint le truc humain le plus basique, parce que c'est là, on parle de la femme enceinte, mais ça rejoindra tout. C'est, bah, nourrir, la communication avec soi, nourrir, sa posture d'écoute, nourrir son esprit critique et heu, remettre en question certaines choses, mais nourrir son intelligence émotionnelle
pour pouvoir être en position d'accueillir tout ce qui peut être dit, en fait, je crois. Mais ça, c'est un travail que en fait, le truc, c'est ça, c'est que c'est un travail personnel qui va servir au collectif. Hmm. En fait, le travail personnel qu'on va faire sur ça va nous servir à tous. Et si on travaille tous notre intelligence émotionnelle, eh ben, on va tous en bénéficier, en fait, à la finalité. Yes, c'est vrai, c'est juste. Il faut juste que nos politiques se montrent un peu le chemin aussi, ça serait chouette, hein, histoire de ne pas toujours surresponsabiliser les femmes. Mais Mmh, oui, sinon, ouais. je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, oui. C'est important, ouais, en effet. Ouais. Et donc du coup, dernière question, là c'est plus une question libre. Si tu devais du coup laisser, enfin transmettre plutôt un message à toutes les femmes avec un grand F et les femmes enceintes, aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on a évoqué, qu'est-ce que tu leur dirais? Et dans cette question aussi, j'aimerais bien que tu nous partages les ressources les plus précieuses qui toi t'ont aidé dans ton cheminement pour devenir une femme. OK. Alors, bah, déjà, ce que je leur dirais, heu, c'est d'investir en elles-mêmes, d'investir dans leur bien-être émotionnel, de se faire accompagner, que peu importe par quel, praticien, par quelle voie, en fait, elles choisissent d'être accompagnées, mais de se faire accompagner, de ne pas rester seules, de vraiment prendre au sérieux leur bien-être émotionnel, mental, physique, en fait, tous les plans de la santé holistique. Ça, c'est vraiment, c'est moi ce qui a changé ma vie. C'est quand j'ai commencé à prendre au sérieux mes besoins, mes envies et que je me suis faite accompagner, que tout a changé. Et que là, bah, finalement, je vois que plus ma vie avance et plus je crée, une vie, qui est alignée avec mes valeurs, avec, mes besoins, avec, mes envies. Enfin, c'est un ensemble de choses qui font que ça fonctionne. Donc moi, je dirais l'investissement auprès de personnes de confiance qui viennent nous nous guider, mettre la petite lampe torche, tu vois? Comme Léona aime bien le dire, petite lampe torche sur des endroits: «Oh, regarde, tu devrais regarder par là». Parce que c'est comme ça qu'on avance et on avance très bien tout seul, mais on va dire que je pense que j'ai gagné des années et des années et des années, je dirais même, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir gagné 15 ans de challenge à ramer par moi-même avec, quelques années d'accompagnement, quoi. Ouais, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi. Les prises de conscience vont beaucoup plus vite. Parce que forcément, hein, bon, on en parlait en off, hein, mais c'est très facile de mettre les choses sous le tapis. Bon, on verra plus tard, c'est pas le moment, j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant, etc., etc. Sauf qu'à force, bah, la poussière, elle prend de la hauteur, en fait, sous le tapis. Et qu'à un moment donné, après, ça pète. Il n'y a plus de place sous Ouais, le tapis. Et qu'après, ouais. pour justement passer l'aspirateur, c'est pas Beaucoup forcément plus long. c'est beaucoup plus long, comme tu dis, et beaucoup plus chiant aussi, on va se le dire, Mmh. et beaucoup plus laborieux hein, aussi. Donc ouais, je pense que c'est un super conseil que tu donnes, qui est de prendre son bien-être holistique. Donc dans holistique, on entend physique, mental, émotionnel, énergétique, en compte en fait, hein, même dans la priorité. Bon, personnellement, la santé avec un grand S fait partie de mes valeurs, donc forcément, ça me semble très facile. Je pense qu'on a cette valeur aussi en commun. Mais même si cette valeur de la santé n'est pas dans vos valeurs à vous premières, je vous invite quand même à réfléchir à l'importance que prend la santé avec un grand S et et ses répercussions sur les différents domaines de vie, que ce soit donc la famille, le couple, la carrière, les loisirs, l'argent, les amis, etc., etc. Ouais.
Voilà, je pense que, on a très bien conclu cette interview. Franchement, c'était génial. Du coup, est-ce que tu as des ressources? Donc, dans ressources, tu mets ce que tu veux. Léonale, elle nous a donné une citation. Laura, elle nous avait donné plein de bouquins et de podcasts. Donc, à toi de nous donner, voilà. Je sais qu'une ressource, ça fait pas trop plaisir. Donc, je te propose trois ressources à conseiller Ouais. à nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît. Alors, moi, je sais qu'un livre qui m'a bousculée, qui a changé beaucoup de choses pour moi aussi, c'est Avoir le courage de ne pas être aimé de euh, je sais pas le dire, Ishimo Kishimi ou un truc comme ça. Ishiro Kishimi, un truc comme ça. C'est quelque chose de japonais, enfin c'est un auteur japonais, mais qui parle de la philosophie, psychologie adlérienne et qui offre un point de vue tout à fait pas conventionnel, je trouve, mais qui est très vrai et qui part du principe que la vie est simple et que on peut vivre une vie simple et heureuse. Bref, je vous laisse aller l'écouter parce que vraiment, enfin l'écouter. Moi, je l'ai écouté en livre audio, c'est pour ça que je dis l'écouter, parce que ça a changé tellement de choses et notamment ma vision de la colère et des émotions qui sont pour moi des buts. Enfin, en fait, nos émotions nous servent de but, enfin d'objectifs pour atteindre nos buts, pas d'objectifs, pardon, de moyens pour atteindre nos buts, nos objectifs. Bref, très intéressant. Donc c'est ça, je dirais ça. Après moi, en tant que femme, euh, il y a le podcast de Chloé Bloom que je trouve absolument euh, enrichissant parce qu'elle soulève justement des sujets de société, mais aussi très personnels qui viennent nous faire travailler en profondeur. Euh, Ça vient gratter plein de choses en fait. Ça vient vraiment nettoyer et il y a une vision de santé holistique aussi qui je trouve est très aidante. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Et moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est ouais aussi Léona. Enfin, je, c'est elle qui a été très impactante dans ma vie. Alors après, ça dépend de ce qu'on cherche, mais en termes de coaching dans ma vie professionnelle, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait évoluer. Donc, mais parce que c'est elle aussi qui me vient en tête là maintenant, mais C'est une j'ai ressource. sûrement. C'est une ressource, hein, aussi, il n'y a pas de souci. Ouais. Après, j'ai plein d'autres choses. Je sais que j'ai plein d'autres choses, mais là, tu vois, qui me vient en tête, non. Voilà. Ok, bah super, merci beaucoup Léa pour ce partage de ressources. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, tes réseaux sociaux, ton site internet, si voilà, nos auditrices et auditeurs veulent te retrouver? Oui, alors moi, du coup, j'ai tous mes comptes sont au nom de Les Mains Roses, donc Les Mains Roses, c'est enfin, séparé. Et puis, j'ai Instagram, Facebook, TikTok. J'ai aussi ouvert un podcast sur lequel je poste sur des sujets qui me passionnent et qui me nourrissent et qui viennent aussi nourrir les accompagnements que je propose. Et voilà, voilà, voilà. Ben, très bien. Ben, merci beaucoup Léa d'avoir accepté donc cette invitation. Merci pour cette richesse que tu nous as proposée aujourd'hui par cette interview. Et puis, je vais te souhaiter donc de passer une très belle journée et vraiment au Merci. plaisir de rediscuter avec toi autrement. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir le travail de Léa parce que c'est une très très bonne professionnelle. On vous embrasse très fort. N'hésitez pas à partager cette interview autour de vous, à l'aimer, à le commenter si vous avez envie de nous faire des retours. C'est très important pour nous, pour notre travail. On adore, voilà, moi j'adore faire ces interviews. Et voilà, on est ensemble, soutenons-nous. Et surtout si ça vous a aidé, voilà, n'hésitez pas à partager, à venir aussi nous écrire en message privé si vous préférez le contact plus intime. On est des pros de l'accompagnement. Donc on comprend ce besoin également de proximité, donc vraiment n'hésitez pas. Prenez soin de vous et comme l'a dit Léa, prenez soin et prenez au sérieux surtout votre bien-être émotionnel et mental. À bientôt, ciao ciao.
À bientôt, merci.